Suisse-Burkina, une coopération revisitée. Le président du Conseil national de la Confédération helvétique est en visite d'amitié et de travail depuis hier au Burkina. Renforcement et élargissement de la coopération, point de réalisation dans le domaine agricole. Andreas Saebi s'est adressé aux députés au cours d'une séance plénière. C'est à suivre dans un instant. Mesures d'urgence en matière de gestion foncière, un comité de réflexion désormais opérationnel, 19 membres pour diagnostiquer les maux dont souffre le secteur et proposer des solutions, l'installation en cours d'édition. La 22e journée nationale du paysan donne rendez-vous aux acteurs à Manga dès ce 23 avril. Impact socio-économique des crises sécuritaires et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural. Le thème retenu, un impact perceptible à travers déjà les restrictions attachées à la commémoration. 400 délégués en lieu et place des 1500 habituels et une fois redimensionnés en une exposition des produits locaux. Nos reporters reviennent sur la conférence de presse tenue ce jour. Le Goulmou se met debout, l'appellation d'un mouvement porté par une trentaine d'organisations de la société civile. Il entend mettre en lumière les difficultés vécues par la région de l'Est, une plateforme revendicative déclinée en 4 actes dont nous prenons connaissance dans une poignée de minutes. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Réécrire la mémoire collective en se fondant sur le triptyque vérité, justice et réconciliation, l'une des recommandations du HCRUN en fin de mission. Créée au lendemain de l'insurrection des 30 et 31 en octobre 2014, l'institution avait pour mission de jeter les bases de la paix et de la stabilité au Burkina. La délégation a remis cet après-midi son rapport d'activité au chef de l'État. Vous l'aurez compris, c'est avec le carnet d'audience de Kosiam que nous ouvrons cette édition. Et pour cela, retrouvons Urbain Benito Somé et Draman Dadia. 5 ans de travail de réconciliation des Burkinabés, consignés dans ce document de 177 pages. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale en fin du mandat se fait le devoir de remettre son rapport général au président du Faso. Près de 6000 dossiers de crimes et de graves violations des droits humains ont été examinés. Et ces dossiers, évidemment, s'éclatent en dossiers de violation des droits de l'homme, de crimes économiques, de crimes politiques, et aussi des dossiers qui sont des dossiers sur, par exemple, les situations où vous avez, par exemple, des biens détruits suite à des événements. Et tout cela, voilà, constitue la trame, en fait, du travail qui nous a été confié et comment nous l'avons, en fait, approché. Écoutez, regardez et discutez avec les acteurs. Des échanges parfois sur fond d'incompréhension, mais sans déroger au triptyque vérité, justice, réconciliation. Foi de Léandre Bassolé et son équipe. Le HCRUN recommande ici l'écriture d'une mémoire collective. Pour que demain, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les générations à venir, pour que demain elles puissent se souvenir, elles puissent savoir comment est-ce que le Burkina Faso a pu se sortir de ces plusieurs années où le frère a fait du mal au frère, où la sœur a subi les sarcasmes du frère, etc., etc. Pourquoi ça a été possible? Et l'écriture de la mémoire doit nous aider à travailler sur une garantie de non-répétition. Le HCRUN se félicite d'avoir créé les conditions favorables à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale, gage de paix et de stabilité au Faso. Démarche identique pour le Haut Conseil pour le dialogue social qui a aussi remis son rapport d'activité au président du Faso. Une journée décidément très chargée pour le chef de l'État. En matinée, ce sont au total 4 structures et institutions qui ont été reçues. On y dénombre le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, l'ordre des pharmaciens et le président du Conseil national de la Confédération suisse en séjour au Burkina. Les détails de tout ceci avec Moussa Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. Au-delà de la courtoisie, cette visite traduit la volonté renouvelée de la Suisse de renforcer ses relations d'amitié et de coopération avec le Burkina. Une coopération dont certains axes majeurs se sont invités à cet entretien entre le président du Conseil national de la Confédération suisse et le président du Faso. On a
parler de notre mission de visiter votre beau pays pour ces 4 jours. Je trouve qu'on a une bonne collaboration. Et puis encore une fois, Monsieur le Président du Parlement, je dis merci beaucoup pour l'invitation. Mai 2019, avril 2020, une autre année de bouclée par le Haut Conseil du dialogue social avec comme bilan plusieurs activités menées dans le sens de bâtir une cohésion sociale plus solide. Des activités consignées dans ce rapport officiellement remis au président du Faso. Le point saillant, disons, c'est le renforcement des capacités et des conseillers et de certains syndicats, nos actions d'intervention dans le règlement de certaines tensions entre des protagonistes et également des recommandations et du travail que nous avons fait auprès de certains travailleurs. Le dialogue occupe aussi une place de choix dans ce projet élaboré par le Conseil contre l'impunité et la stigmatisation des communautés et soumis ici à l'appréciation du président du Faso. Un projet qui propose des solutions à même de contribuer à soulager la population estimée victime de stigmatisation. On est venu présenter un projet qui consiste à réduire la vulnérabilité des populations éleveurs qui aujourd'hui sont pris en étau. D'une part, par les groupes armés et terroristes, et aussi, d'autre part, par la question de la stigmatisation. Pourtant, tous les Burkinabés sont aujourd'hui victimes de cette question. Donc, cette question de vulnérabilité, il faut la traiter. Le président du Faso a été vraiment sensible et il a même exprimé, il a dit que c'est un projet pertinent. Le président du Faso a aussi prêté une oreille attentive au message qu'est venu lui porter l'Ordre national des pharmaciens du Burkina. Un message qui tient en 2 points majeurs. La commémoration du 21e anniversaire de l'organisation et la tenue de son 8e congrès du 18 au 20 novembre prochain. Il s'agira pour la profession de faire une introspection. Voir en 20 ans qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons pu échanger également autour de la question de l'accès de nos populations aux médicaments essentiels, et génériques de qualité notamment. Et je pense que nous avons partagé sa vision, qui est que le Burkina, au regard du contexte Covid, doit prendre les dispositions utiles pour pouvoir déjà produire les médicaments de qualité dans notre pays et faciliter également, s'il faut importer, donner tout le cadre réglementaire pour faciliter les importations. La délégation de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina a aussi plaidé auprès du président du Faso pour l'emploi judicieux des diplômés en pharmacie de plus en plus nombreux et sans emploi. Le président du Conseil national de la Confédération helvétique, qui était à l'hémicycle ce jour, à l'issue de sa visite avec le chef de l'État, il s'est entretenu avec les élus du peuple. Moment fort pour revisiter 47 années de coopération, notamment dans le domaine agricole, et envisager des perspectives. Nous écoutons l'adresse d'Andrea Aebi au cours de la plénière de ce jour. C'est avec Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. Assemblée nationale du Burkina ce matin, arrive un invité de marque. Le président du Conseil de la Confédération helvétique parle ici aux élus nationaux. C'est une adresse sur fond d'enseignement tiré des 47 ans de partenariat entre le Burkina et la Suisse. Une coopération axée sur divers domaines, la santé, l'éducation et surtout l'agriculture. L'agriculture doit trouver de nouvelles voies. Elle doit s'adapter pour produire plus efficacement et de manière plus durable. C'est une urgence au Burkina Faso, c'est une nécessité en Suisse. Juste que la Suisse soutienne l'agriculture burkinabé. Elle le fait depuis de nombreuses années et j'en suis personnellement très heureux. Le but est de moderniser les fermes familiales afin de créer des places de travail, d'augmenter les revenus des producteurs et d'atteindre la sécurité alimentaire. En 47 ans de coopération, c'est la première fois qu'un président du Conseil de la Confédération suisse visite le Burkina et s'adresse à la représentation nationale. C'est pourquoi le chef du Parlement burkinabé, Alassane Bala Sakandé, qualifie cette visite d'historique et témoigne de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, un peu partout,
On parle du Burkina Faso surtout par ces moments d'insécurité. Et aujourd'hui, recevoir un illustre hôte comme le président du Conseil national, qui ne va pas se limiter à Ouagadougou, qui va aller à l'intérieur du pays, cela démontre que le Burkina Faso est toujours un pays fréquentable. Également, c'est un soutien pour nous. Et il a annoncé que la coopération entre la Suisse et le Burkina va se poursuivre, partant la coopération entre nos deux parlements. Cette visite ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec le lancement cette nuit même à Ouagadougou d'un nouveau bail qui couvre la période 2021-2025 dont le Parlement porte la responsabilité des réalisations selon Andreas Aebi. Avant de prendre congé de l'hémicycle, le président du Conseil de la Confédération helvétique a visité des commissions et les services de l'Assemblée nationale. C'est aussi un temps de bilan au Haut Conseil pour le dialogue social. C'est à travers la première session ordinaire qui se penche sur l'examen et l'adoption des rapports d'activité après 3 années de dialogue tripartite. Compte rendu de la séance de travail ouverte ce 19 avril avec Bernard Koumbelem et Isia Kanana. C'est une première session ordinaire de l'année 2021 du Haut Conseil du dialogue social sur fond de bilan de fin de mandat. Installé en mai 2018, le mandat des conseillers arrive à échéance. Un mandat qui n'a pas été de tout repos selon le président de l'institution pour cause de fronde sociale, de crise sécuritaire et sanitaire. Quand on a commencé en 2018, les débuts ont été extrêmement pénibles et difficiles. Le budget a été mis en place très tard. Nous avons mené un certain nombre d'activités de formation sur le dialogue social et sur un ensemble de sujets tels que par exemple le travail décent, etc. Nous avons également mené fait de la médiation pour la résolution d'un ensemble de conflits dans le monde du travail et arriver à des solutions. C'est aussi le cas dans le monde du transport que nous sommes toujours en train de finaliser. Mais c'est en très bonne voie. Cette session ordinaire va se pencher sur l'examen et l'adoption des rapports d'activité de cette première mandature des conseillers. En perspective, le Haut Conseil pour le dialogue entend consolider les acquis de ces médiations, poursuivre le dialogue afin qu'il y ait une accalmie dans le monde du travail. Autre point de l'actualité, la 22e journée nationale du paysan qui analyse cette année l'impact des crises sécuritaires et sanitaires sur le secteur. Manga accueille le 23 avril prochain la présence en format réduit sous le patronage du chef de l'État. Préparatifs et innovations ont été déclinés à la presse ce jour, comme nous le relatent Daouda Ouattara et Ernest Kambiri. Actualité sanitaire oblige, la 22e édition de la Journée nationale du paysan se tient ce 23 avril à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud. Une seule date contrairement aux autres éditions avec 400 producteurs participants au lieu de 1500. Toute la manifestation va se faire en tenant compte, en prenant en compte les mesures barrières. Pour cela, pour le face-à-face avec le président du FASO, c'est vraiment un chapiteau de 2000 qui prend 2000 personnes, que les 400 personnes seront reparties avec les officiels pour avoir l'entretien direct avec le chef de l'État. Et à ce niveau, le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions pour que tous les participants puissent avoir des masques. Grand rendez-vous où le monde paysan burkinabé va à la rencontre du chef de l'État. La GNP 2021 permettra donc au président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, d'évoquer avec les acteurs les différentes stratégies de résilience sur les impacts socio-économiques des crises sécuritaires et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural burkinabé. Et à jour J-4, les travaux préparatoires de cette édition biennale dédiée au monde paysan se déroulent bien, à laisser entendre le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. L'aménagement du site de l'événement et l'installation des chapiteaux connaissent un niveau d'avancement satisfaisant. Au plan de la mobilisation, les acteurs sont à pied d'œuvre pour la pleine participation de 400 délégués venus de toutes les régions du pays. La 22e édition de la GNP se tient sous le caractère biennal de la manifestation depuis Gawa 2019 et pour une meilleure coordination de l'organisation et du suivi de la mise en œuvre des engagements et des recommandations, la GNP s'est dotée d'un secrétariat exécutif dont la principale mission est l'ancrage des innovations engagées
pour renforcer son apport au développement rural burkinabé. Parlons à présent gestion foncière à travers ce diagnostic dressé à la faveur d'un forum national. Il est organisé par la Commission épiscopale Justice et Paix au Burkina. Débuté le 16 avril et ce pour 72 heures, le forum a abouti à des recommandations dont l'implication des populations à la base. Détail avec Aras Manezundi et Vincent Kendrubego. Après 3 jours de travaux, les participants au forum livrent les résultats de leur réflexion. Une réflexion qui a abouti à des recommandations formulées à l'endroit des décideurs publics. Et parmi ces recommandations, l'on note une meilleure coordination de la gestion du foncier et la reprise en main de la gouvernance foncière par l'État. Disponibilité, mise en commun de la réflexion, engagement, solutions courageuses pour parvenir donc, à assainir la situation afin que donc, les Burkinabés retrouvent confiance parce que la terre aussi contribue au sentiment d'appartenance. La patrie, c'est la terre du Père. Et si dans sa patrie, on n'a plus de terre, cela peut désorganiser, déstructurer le sentiment d'appartenance sans lequel aucun État, aucune nation ne peut se construire. État de droit et gouvernance foncière, quels engagements de l'État et du citoyen pour une société apaisée? C'est autour de ce thème que les participants venus des différentes régions du pays ont mené le débat. Si les recommandations pertinentes qui viennent d'être formulées sont accueillies favorablement, leur mise en œuvre contribuera assurément à désamorcer ce que d'aucuns ont appelé bombe ou poudrière foncière ou encore bombe à retardement. Et pour que les idées sorties de ce forum servent à quelque chose, un mémorandum a été produit. Mémorandum que la Commission épiscopale Justice et Paix entend faire parvenir aux autorités burkinabées. Et comme écho à ces recommandations, la mise en place d'un comité de réflexion sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière. Il est composé de 19 membres installés ce 19 avril par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Le comité dispose de 21 jours pour déposer le rapport de ses travaux. Paul David Bambara et Oloboda. Membres qui viennent d'être installés pour mener des réflexions sur les mesures conservatoires d'urgence en matière de gestion foncière au Burkina Faso. Une volonté politique qui vise à assainir la question de la terre, cette problématique vue aujourd'hui comme une bombe à retardement si rien n'est fait. Nous sommes tous témoins de la situation telle qu'elle se présente sur le terrain. Il était donc normal, il était temps que nous puissions engager cette réflexion sans conférer et que nous puissions que cela aboutisse effectivement à des décisions fermes, je pourrais le dire, et des décisions qui vont permettre en tout cas d'amener une gestion sereine et une gestion rationnelle du domaine foncier de notre pays. Le comité est également investi du pouvoir de proposer aussi une feuille de route pour une refonte des textes législatifs dans le domaine du foncier afin d'harmoniser l'ensemble des dispositions qui posent problème. Toutes les questions du foncier devraient se retrouver à travers une seule et même loi. Ce devrait être une loi très forte, mais en tout cas, un dispositif unifié avec des décrets d'application et auquel se réfèrent tous les acteurs. 21 jours, c'est le temps imparti au comité pour déposer son rapport de travail, un rapport qui servira de boussole pour une gestion pérenne du domaine foncier au Burkina Faso. Intéressons-nous à présent à la pisciculture avec le projet développement de la technologie de production de semences piscicoles, poisson-chat africain ou silure, une variété très en demande en 2020 avec seulement près de 30 000 tonnes de production pour un besoin de marché estimé à près de 176 000 tonnes. Un projet financé par la FAO à environ 210 millions de francs CFA est lancé ce 19 avril à Ouagadougou. Les détails avec Issa Kafando et Monira Kiri. Le projet est intitulé « Développement de la technologie de production de semences piscicoles,
Du poisson-chat aux silures au Burkina. Il ambitionne soutenir la production pilote de 250 000 alévins d'ici à 2 ans, projet financé par la FAO à environ 210 millions de francs CFA. L'objectif, c'est les résultats qui vont être escomptés avec les démonstrations des technologies appropriées, avec la capacitation des acteurs, incluant les étatiques et privés. Les pays peuvent avoir des conditions pour mettre en échelle cette production et comme ça accroître la contribution de la production interne aux besoins de la consommation. La demande nationale en poisson en 2020 est estimée à 176 750 tonnes contre une production nationale estimée à 29 700 tonnes. La disponibilité de la sémence piscicole améliorée est l'une des difficultés rencontrées par les acteurs, une contrainte en phase de relevé du passé avec le lancement de ce projet. Les importations du poisson en direction du Burkina Faso sont très énormes, et évaluées à plus de 15 milliards de francs CFA. Donc ce projet vise à donner la technologie aux promoteurs pour que nous puissions localement cultiver les alevins. En plus du renforcement de capacités dont vont bénéficier les agents techniques et les promoteurs de fermes piscicoles, ce projet est source de revenus pour les acteurs et pour ces femmes qui s'investissent dans la transformation et la commercialisation du poisson au Burkina. La filière miel, pour sa part, est encore à la recherche de financement en soutien à ses activités. Dans sa quête, elle est soutenue par la Maison de l'entreprise et l'Union européenne. Pour ce faire, ce 15 avril, elles ont organisé à Bobo-Dioulasso un cadre d'échange entre acteurs du domaine et institutions financières. Kassoum Milogo et Karim Sissi. C'est une rencontre entre les acteurs de la filière miel et les représentants des institutions financières du Burkina. Un cadre initié par la Maison de l'entreprise en collaboration avec l'Union européenne afin que ces acteurs puissent échanger sur les potentialités de la filière miel et déterminer ensemble des mécanismes de financement adaptés à ce secteur. C'est vrai que nos banques ont très souvent des financements classiques, mais aujourd'hui, ce que nous leur demandons, c'est qu'ils puissent avoir justement des solutions qui puissent correspondre à ce que ces acteurs-là souhaitent, donc qui correspondent bien sûr aux réalités du terrain et du marché. Avec une production annuelle estimée à plus de 1000 tonnes, la filière miel du Burkina regroupe 16 250 apiculteurs. Selon les acteurs, ce secteur génère un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA. Nous avons encore beaucoup de producteurs qui utilisent que du matériel traditionnel. Alors, comment aller au professionnalisme si nous n'avons pas du matériel qui soit adapté donc à notre activité? Et dit donc que nous avons besoin d'équipement, cela va sans dire qu'il faut un financement, il faut un accompagnement. Il y a beaucoup de choses à faire encore, surtout dans le maillot transformation. Et nous avons donc besoin de ces différents accompagnements-là financiers pour pouvoir avancer. Les participants fondent beaucoup d'espoir sur ce partenariat qui, selon eux, pourrait être gagnant-gagnant et pour les institutions financières et pour l'interprofession de la filière miel du Burkina. Elles sont une trentaine d'organisations de la société civile réunies au sein d'un mouvement dénommé Goulmou Fifada en langue locale ou encore le Goulmou se met debout. Le mouvement spécifique à la région de l'Est dénonce à travers une plateforme revendicative qui se décline en 4 axes la situation socio-économique et sécuritaire difficile que vit la région. Ce 7 avril, il a organisé une conférence de presse résumée par Justin Tiendrebugo et Ibrahim Hassanou. Le mouvement Goulmoufi, qui signifie en langue goulmantier, le Goulmou se met debout, peint en noir la situation socio-économique de la région de l'Est. Pour sortir de cette impasse, les responsables du mouvement, devant les hommes des médias, présentent leur plateforme revendicative qui se décline en 4 axes. Le mouvement demande la garantie effective de la sécurité des biens et des personnes dans la région de l'Est. Le mouvement demande la prise en charge adéquate
des personnes déplacées internes. Mise en place d'un complexe d'usines d'extraction et de transformation du phosphate dans la province de la Tapua. Démarrage effectif de la construction du nouveau CHR promis. Réhabilitation du CHR actuel. Dotation du CHR en médecins spécialistes et en nombre suffisant. Nous demandons la suspension du recouvrement des taxes routières sur les routes défectueuses jusqu'à leur réhabilitation. Nous demandons l'achèvement diligent des travaux de réhabilitation en cours sur la RN18 dans sa section Fadam-Gourma-Bogané. Nous demandons le démarrage réel des travaux sur la RN4 dans ces 3 sections. Le mouvement Ougoulmoufi est une coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile. Il annonce une marche dans les jours à venir pour se faire entendre si rien n'est fait pour amoindrir la souffrance des populations de cette région. La société civile dans l'Est qui suit de près l'exécution de différents projets de développement, dont la réhabilitation du tronçon Gounguin-Fada, 50 km qui n'ont pas fini de susciter des commentaires, et sous l'égide du Réseau des jeunes pour le développement économique et la gouvernance, une coalition d'associations a convié l'entreprise attributaire et les autres parties prenantes à un échange. Détail avec Aruna Kaboré et Aruna Maré. 2 points à l'ordre du jour de cette rencontre d'échange sur le démarrage des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Gounguin-Fada appelée RN4. La présentation du projet et les opportunités qui en découlent. Une rencontre voulue par une coalition d'associations de parents gourmands qui entend ainsi lever les zones d'ombre et permettre à la population d'en tirer profit. Bon, nous avons demandé ce qu'on pense à nous, puisque c'est une grande entreprise. Il y aura beaucoup de personnes pour travailler. Il y avait des problèmes pour notifier à l'entreprise qui ne dépend pas du ministère, elle dépend de la BAD et de la présence du matériel de l'entreprise. Mais je vous rassure que ce n'est pas un problème. Le projet sera exécuté dans les délais impartis. Outre l'entreprise Centram, la rencontre mobilise des représentants du ministère en charge des infrastructures et de la mission de contrôle. Une rencontre qui intervient 7 mois après le lancement officiel des travaux. Des participants font le lien entre la tenue de cette rencontre et la marche envisagée le 24 avril prochain par une autre coalition. Lorsque effectivement le gouvernement dit qu'on va vous accompagner pour arranger votre route, il faut véritablement travailler pour faciliter effectivement ce gouvernement-là pour que effectivement cette route soit réhabilitée. Celui qui pense que c'est en sortant marcher le 24 qui résout le problème, il est quand même libre. À l'issue des échanges, la coalition s'est rendue sur le terrain avec une poignée de participants pour constater de visu l'entame des travaux. Dans un autre registre, on parle protection et sauvegarde de l'environnement en inculquant les bonnes pratiques aux élèves dès l'école primaire. Le concept consiste à créer des pépinières et des bosquets dans les écoles et d'en confier la gestion aux élèves eux-mêmes. L'idée est développée par le projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts et financé par la Banque mondiale. Témoignage dans le sud-ouest au cours d'une caravane de presse à laquelle ont pris part Nong Bakuda et Issia Kanana. L'éducation environnementale à l'école primaire est un concept développé par le projet d'appui aux populations locales dépendantes des forêts PAPF. L'ambition affichée à travers cette composante 1 du projet, créer des pépinières et des bosquets au niveau des écoles pour la sauvegarde de l'environnement. L'objectif de l'éducation environnementale au niveau du projet, c'est de créer des conditions de sensibilisation pour les élèves afin qu'ils aient une empathie pour la protection, la conservation de l'environnement, en partant des activités de production de plants, des activités de reboisement, des activités de suivi et de protection des plants. Et ce sont 29 écoles primaires dans les 5 régions d'intervention du projet qui sont bénéficiaires de ce concept désormais intégré dans les modules d'enseignement. Dans notre emploi du temps, nous avons des heures d'APP, activités pratiques de production. Voilà, chaque classe a son emploi de temps. Donc aux heures des APP des classes, ils sont utilisés dans les jardins. L'éducation environnementale apporte beaucoup, en tout cas, de bénéfices au niveau de l'école. Car avec l'activité, les enfants, ça améliore au moins la cantine scolaire. Au niveau de
l'activité de production. Les enfants apprennent comment il faut faire le reboisement, les pépinières et aussi d'autres choses. Et l'entretien même des plantes. Des aubergines, de la tomate, de l'oseille, mais également du moringa, de l'anacarde et des papayes. Ce sont entre autres les spéculations qui sont produites dans ces jardins et bosquets scolaires. Un concept qui profite bien aux élèves. 130 millions à présent pour soulager 5000 ménages vulnérables du Burkina. Cela est converti en vivres distribués par l'ONG Direct Aid. 5 villes sont touchées par cette opération immortalisée par Lassina Ouattara et Nyarkiteda. 1000 ménages venus essentiellement de la ville de Ouagadougou reçoivent ici des kits alimentaires composés de riz, de farine, de sucre, de spaghettis, de boîtes de tomates et d'huile. Ce don est de l'ONG Direct Aid avec pour objectif accompagner les populations vulnérables à accroître leur capacité alimentaire. La société burkinabé, c'est une société solidaire par excellence. Donc on est venu pour saluer et soutenir cette valeur, cette grande valeur, et accompagner l'État burkinabé dans sa politique de développement. Nous venons avec un budget total de plus de 130 millions de francs CFA. Outre Ouagadougou, 4000 autres ménages des villes de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Po et Farangourma vont recevoir dans les jours à venir leurs dons. Une initiative salutaire selon les bénéficiaires ainsi que les autorités burkinabées. Elle vient par ce don apporter sa contribution, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en faveur des personnes démunies, en faveur des personnes les plus vulnérables. On ne peut que remercier l'ONG pour ses initiatives. Nous sommes venus prendre part à cette distribution de vivres. J'ai reçu du riz, de l'huile, du sucre, une barre de tomates et des spaghettis. Je remercie le donateur, que Dieu le récompense. Le siège de l'ONG Direct Aid est basé au Koweït et axe ses actions dans le domaine humanitaire à travers le monde. Elle le fait au Burkina Faso depuis déjà 2 décennies et compte toucher l'ensemble du territoire national les années à venir. De la musique pour adoucir les mœurs déstressées et refermer en apothéose les journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Un concert géant a permis de rassembler plusieurs artistes nationaux dans la nuit de ce 18 avril. Les mélomanes ne se sont pas fait prier pour effectuer le déplacement. La clôture des JPO avec Bernard Koumbelem et Ahadi Sandamba. Ramagoni sur scène. Elle captive et attire plusieurs spectateurs. Elle fait le show avec ses fans. C'est le concert d'apothéose des journées portes ouvertes de la télévision nationale. Une soirée culturelle avant de refermer les portes de la nationale du son et de l'image. La musique, tout comme le sport, c'est facteur de cohésion. Il y a aussi le divertissement. Voilà pourquoi nous avons choisi de finir par la musique pour nous égayer. Question de nous donner la force pour reprendre. Au total, une douzaine d'artistes ont occupé la scène au grand bonheur des téléspectateurs, puisque retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale, ainsi que les spectateurs qui ont effectué le déplacement de la RTB TV. La RTB a montré une fois de plus son leadership, dans la gestion de l'événementiel également, et dans la volonté de se rapprocher de son public cible. Des artistes confirmés, des jeunes talents, tous sont passés ici, sur cette scène, comme quoi la RTB, c'est la promotion de la musique nationale. Voilà, clôture d'édition rythmée pour le 20h de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.